Voilà, deuxième partie de cette émission, Territoire d'info avec la presse quotidienne régionale, les télés locales de France et le réseau Via Télévision, les uns des radios, 130 radios qui sont nos partenaires et avec TV5 Monde. Et l'invité politique en direct sur ce plateau ce matin, bonjour Brice Hortefeux. Bonjour. Merci d'être là, vous êtes ancien ministre de l'Intérieur, député européen. Et pour vous interroger à mes côtés ce matin, Oriane Mancini de Public Sénat, bonjour Oriane. Bonjour Cyril, bonjour et Nathalie Moret du groupe EBRA. Vous êtes là pour quel journal ce matin ? Le Progrès de Lyon. Eh bien, le Progrès de Lyon, puisque Brice Hortefeux est également élu de cette belle région. Brice Hortefeux, d'ailleurs, votre interview sera retransmise sur les sites internet de la presse quotidienne régionale, comme chaque matin, à partir de 10h. Brice Hortefeux, vous êtes l'ancien ministre des cultes. Alors, je voulais vous interroger, avant qu'on démarre l'interview politique, sur les déclarations du pape François qui compare l'avortement au recours à un tueur à gages. Oui, les mots sont naturellement très, très violents, mais au-delà de la forme, le fond est assez facile à commenter, puisque c'est la position traditionnelle, classique de l'Église catholique, et donc ce n'est pas une surprise. Est-ce que les mots sont ceux qui... Au nom de la sauvegarde d'autres droits, dit-il. Oui, mais ça, la sauvegarde du droit, c'est pas ce mot-là qui posait problème, c'est le mot de tueur à gages qui soulève un débat. Encore une fois, sur les mots, chacun choisit les siens, mais je ne suis pas surpris de la position de fond de l'Église catholique, puisque c'est celle qui a toujours été réaffirmée par le pape actuel, comme elle avait été affirmée par ses prédécesseurs. Vous dénoncez juste le mot tueur à gages. Après, c'est une affaire de conscience. Interruption volontaire de grossesse, on ne va pas refaire ce matin les débats qui ont été longs. La loi française a tranché, elle est aujourd'hui appliquée. Les sénateurs socialistes ont déposé une demande de commission d'enquête parlementaire sur les abus sexuels commis au sein de l'Église en France. Est-ce que vous seriez favorable à une telle commission d'enquête ? Bon, il y a une première question. Est-ce que c'est le rôle du Parlement d'enquêter de cette manière ? C'est une première question. Et si cette question est tranchée, puisque juridiquement c'est possible, pourquoi pas, mais sans que cela se limite à la seule Église catholique, qui ne doit pas être la cible, un peu facile d'ailleurs. Donc il faut que cela soit élargi à l'ensemble du sujet, pas simplement se limiter à l'Église catholique. On voit que sur le débat sur la procréation médicalement assistée, le débat est en train de se structurer en France. On a les lobbies catholiques qui sont très remontés contre ce projet de loi. Et en même temps, ce matin, il y a la publication d'une tribune des femmes célibataires et des lesbiennes qui disent qu'elles sont effectivement complètement disposées à bien s'occuper des enfants. Donc les deux positions sont en train de s'installer dans le débat français. Vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez que ce débat peut fracturer la société française ? D'abord, sur le fond, moi, à titre personnel, je me pose beaucoup de questions sur l'équilibre qui est indispensable entre le désir d'enfant, qui est tout à fait légitime, tout à fait compréhensible, et simultanément les droits de l'enfant. Il faut se poser cette question. Penser aux droits de l'enfant, sa construction. Et deuxième réflexion, j'ai quand même le souvenir que l'on nous annonce à chaque fois qu'on procède à une évolution, je ne dis pas que c'est un recul, je ne dis pas que c'est un progrès, je dis que c'est une évolution de la société, mais qu'on n'ira pas plus loin. Si vous voyez, depuis le Pax, chaque fois on nous annonçait « Ah oui, on fait ça, mais attendez, ça n'ira pas plus loin ». Puis on s'aperçoit qu'à chaque fois, ça va plus loin. Et donc, je crains beaucoup qu'il y ait de la PMA une évolution qui est aujourd'hui pas affichée vers la GPA. Et ça, je le conteste totalement. Donc pas de PMA ? Quelle sera votre position sur ce texte ? Et enfin, dernier élément, je suis aussi attentif, à titre personnel, c'est une question de conscience, à ce qu'a déclaré la conférence des évêques de France sur ce sujet, exprimant un certain nombre de réflexions. Donc, vous me posez une question précise, je vous réponds très exactement. À titre personnel, je suis très réservé. Concernant la GPA, aujourd'hui, Paris Match sort avec en couverture Marc-Olivier Fogiel, son époux et ses deux enfants issus de GPA. Donc c'était absolument inconcevable jusqu'à il y a quelques années. Est-ce que vous avez le sentiment que concernant la GPA, il y a une évolution aussi de la société française ?
Oui, parce qu'il y a une pression médiatique. Vous évoquez Marc-Olivier Fogiel, qui est un très grand et très bon journaliste. Sa situation personnelle fait qu'il est exposé et qu'il a décidé de s'engager. C'est tout à fait respectable. Mais je dis, soyons quand même prudents, puisque un exemple réussi peut masquer beaucoup de difficultés, d'échecs et de troubles. Oriane Mancini, la question politique du remaniement. Oui, un remaniement qui se fait toujours attendre. Est-ce que pour vous, c'est une volonté louable de bien faire les choses de la part d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe, ou c'est le signe que la Macronie n'attire plus ? Pensez poser la question sur savoir si c'est laquelle de vos deux réflexions est la bonne. Je pense assez clairement que c'est la seconde. Je le dis en souriant, mais en réalité, j'ai exercé des fonctions ministérielles, j'ai participé à des remaniements, j'ai observé comment cela se faisait. Très honnêtement, quelquefois à votre détriment d'ailleurs. Au moins une fois en tout cas. Mais vous savez, quand on est ministre, il y en a qui vont partir. Moi, je pense à ceux qui vont partir parce que humainement, c'est toujours un peu difficile. Mais il y a deux attitudes. Il y a ceux qui se souviennent qu'ils sont rentrés et il y a ceux qui se souviennent qu'ils se partent. Et moi, quand je suis parti, je me suis souvenu que j'étais rentré. Et je crois qu'on vit beaucoup plus heureux comme ça. Mais en réalité, ce que l'on vit est totalement inédit. Des ministres très nombreux, ça a été dit, répété, mais enfin 7 ministres qui s'en vont, soit sous la contrainte, soit un beau matin, soit en fixant leur calendrier, et qui s'en vont en 15 mois, c'est du jamais vu sous la Ve République. Et puis ensuite, attendre, nous en sommes au 9e jour là maintenant, et attendre donc plus vraisemblablement 10 jours avant la constitution d'un gouvernement. Vous savez, on regardait certains pays voisins, on regardait l'Italie, tout ça avec un peu de commisération, ou alors ils n'arrivent pas à faire un gouvernement, regardez ça de haut, nous, comme ça. Pardon, c'est encore une fois quelque chose qui est inédit. Donc, comment vous l'expliquez ? Parce qu'hier, Édouard Philippe dit qu'il n'y a pas une feuille de papier à cigarette entre le président et lui. Vous y croyez ? Oui, je ne sais pas s'il y a une feuille de papier à cigarette ou pas, mais en tout cas, ce qui est maintenant certain, c'est que le président Macron est rentré dans l'histoire avec ces deux situations totalement inédites. Mais enfin, je pense que ce n'est pas par la bonne porte qu'il est rentré. Est-ce qu'il doit s'expliquer devant les Français ? De toute manière, un président de la République, quel qu'il soit, a toujours intérêt à s'expliquer. Et bien sûr, il faudrait qu'il y ait... Et l'intérim du ministre de l'Intérieur par le Premier ministre, c'est quelque chose que vous entendez ? L'intérim, ça c'est une question institutionnelle, mais vous avez été ministre de l'Intérieur. Oui, ça je m'en souviens un peu. Donc est-ce que c'est possible de cumuler les deux ? Moi, je pense que c'est très difficile. Mais je pense que c'est très difficile parce que c'est un ministère qui vous mobilise à la fois à temps plein physiquement et, je dirais, moralement et intellectuellement. Parce que c'est une concentration. Pour une raison, vous savez, très simple, très physique, c'est que vous avez toutes les 2-3 heures, quand vous êtes ministre de l'Intérieur, et vous avez un ensemble de documents qui vous sont transmis récapitulant tout ce qui se passe dans le pays. Donc tous les 2-3 heures, vous savez si une bijouterie a été cambriolée, si un distributeur de billets a été attaqué, s'il y a eu un homicide à tel endroit. Donc c'est quelque chose qui à temps plein. Et donc j'imagine que le Premier ministre, il ne peut pas se consacrer à ça. Moi, toutes les 3 heures, où je sois, où j'étais, bien, je regardais cela. Donc c'est quelque chose de compliqué. Sur le casting, il y a le nom de Frédéric Pechnard, qui est donc un proche de Nicolas Sarkozy, qui est cité. Est-ce que ce serait un bon choix ? Je ne me prononce pas sur ce qui pourrait être. Si jamais c'est, à ce moment-là, je réagirai, bien sûr. En revanche, une observation, c'est que le fait même que vous citiez ce nom, et vous pourriez citer d'autres personnes, cela révèle quoi ? Cela révèle l'isolement et la solitude du président de la République, qui est obligé de puiser partout ailleurs, tellement il a peu d'amis sur lesquels il peut compter. Donc c'est quelque chose, là aussi, qui est très surprenant. Systématiquement être obligé d'aller chercher à l'extérieur pour composer une équipe et observer d'ailleurs le gouvernement. C'est pas une critique morale, mais j'observe que le gouvernement est pour l'essentiel jusqu'au Sarkozy. C'est bien ou pas ? Oui, ça c'était une formule habile de Patrick Devedjian, donc j'avais une bonne mémoire. Mais c'est bien d'aller chercher, mais il faut d'abord voir son équipe, ses proches, et ce qui n'est visiblement pas le cas. Et aujourd'hui, c'est la démonstration en réalité d'une très grande solitude et d'un très grand isolement. Un mot sur les territoires, puisque Richard Ferrand reconnaissait dans le journal du dimanche que l'exécutif doit se réconcilier avec les territoires. Est-ce que ce remaniement doit envoyer un signal ? À l'heure actuelle, les collectivités territoriales sont rattachées au ministère de l'Intérieur. Est-ce qu'il faudrait par exemple un ministère de plein exercice ? Oui, ce qui est la forme peut-être,
ça serait un signal qui serait positif. Mais il y a cette réalité, c'est que le président de la République, par son histoire, par son parcours, par son expérience, est un homme des villes. C'est pas un homme de la ruralité, c'est pas un homme de la province, c'est pas un homme des territoires. Donc, on le mesure au-delà des mots, des postures et de ce que je viens de décrire, on le mesure à un certain nombre d'initiatives qui sont prises. Vous savez, quand j'ai été ministre de l'Intérieur, j'avais été amené, pour une question de gestion de nos finances publiques, à décider le gel des dotations de l'État. Ça avait fait un scandale. Ça avait fait un scandale. D'ailleurs, la décision avait été attaquée devant les juridictions. Et là, on n'en est plus là. On est passé dans un autre... Et pour vous, ce fossé ne se comblera pas entre l'exécutif et les territoires ? Et moi, vous savez, je ne suis pas naïf, mais j'espère parfois aussi, j'ai la volonté d'être optimiste. Donc peut-être que ça peut s'améliorer, mais en tout cas, ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est Brice Hortefeux, l'ancien ministre de l'Intérieur, député européen, qui est notre invité politique ce matin sur ce plateau. J'ai une question à vous poser parce que Jérôme Cordelier, dans Le Point, qui sort donc aujourd'hui, a parlé avec Alain Juppé, dont il a obtenu une interview exclusive, des déclarations de Laurent Wauquiez à propos de Viktor Orban. Et Alain Juppé, dans cette réponse, dans cette interview, dit Laurent Wauquiez a fait des déclarations plutôt sympathiques sur Orban. Dans le combat des valeurs, il faut être clair, les idées sur lesquelles se fonde la politique de M. Orban ne sont pas les nôtres. Qu'est-ce que vous pourriez répondre à cette déclaration d'Alain Juppé ? Est-ce que vous êtes d'accord avec Alain Juppé ? Moi, je suis député européen et il y a eu un texte dans lequel on demandait déclenchement de l'article 7. Et dit que l'article 7, c'est-à-dire en résumé, pour schématiser, des sanctions à l'égard de Viktor Orban. Moi, je dis une chose. Vous êtes abstenu lors de ce vote. Je me suis abstenu. L'abstention n'est pas dans mon tempérament, mais il y avait des arguments pour et des arguments contre qui étaient, à mon sens, équilibrés. Premier élément, d'abord attention à bien respecter la démocratie. La démocratie, c'est pas un mot comme ça que l'on agite et derrière lequel on doit s'abriter. Et puis quand ça vous plaît pas, alors là, en revanche, ça ne va pas du tout. Monsieur Orban a été élu en Hongrie avec dès le premier tour de scrutin, le système n'est pas le même, dès le premier tour de scrutin, il a rassemblé 49,6%. Un Hongrois sur deux s'est immédiatement rassemblé derrière lui. Moi, je suis... Ma question, c'était sur attendez, Alain Juppé. Oui, mais c'est lié à Orban. Moi, je dis que, précisément, c'est très bien d'avoir des opinions, mais il faut aussi respecter la démocratie. Et personne ne conteste qu'il a été élu démocratiquement. Deuxième élément, Alain Juppé se préoccupe certainement, j'en suis convaincu, de la poussée de l'extrême droite dans toute l'Europe. En tout cas, c'est une préoccupation que j'ai. Et j'observe que, alors que l'extrême droite progresse partout en Europe, en Hongrie, elle a stagné totalement. C'est un exemple unique. L'extrême droite en Hongrie s'appelle le Jobbik. Le Jobbik n'a pas bougé aux dernières élections. Et alors que partout ailleurs, l'extrême droite progresse. C'est un élément aussi à prendre en ligne de compte. Troisième élément, sur Orban, la Commission européenne a le droit d'enclencher cette procédure. J'observe qu'elle ne l'a pas fait. Là, c'est en l'occurrence, et Alain Juppé pense certainement à cette initiative, c'est l'initiative d'une députée verte néerlandaise soutenue par toute l'extrême gauche. Donc je dis, attention, soyons prudents. Ce qui préoccupe Alain Juppé, selon ce qu'il a dit dans cette interview au Point, c'est plutôt la position des Républicains. La dérive que pourrait avoir... attendez, je peux recommencer, mais moi je suggère que l'on observe et que l'on respecte la démocratie, et que deuxièmement, on observe que l'extrême droite a été contenue dans ce pays. En même temps, c'est pour ça que je n'ai pas voté contre cette résolution, en même temps, il y a des questions qui se posent sur l'état de droit, sur la séparation des pouvoirs, le respect de la justice, même si la Commission européenne a donné acte. Donc vous rassurez Alain Juppé, il n'a pas besoin de s'inquiéter sur la ligne de votre parti sur ce sujet ? Non, il vous manque à LR, Juppé, ou pas ? Mais bien sûr, l'expérience d'Alain Juppé, son engagement, ses convictions sont utiles. Moi, je suis pour une famille qui soit rassemblée la plus large possible. Qu'il y ait des sensibilités, qu'il y ait des expressions, encore une fois, des parcours qui sont différents, c'est tout à fait normal. Mais nous sommes en réalité tous d'accord sur l'essentiel. Est-ce que, comme vous êtes d'accord sur l'essentiel, est-ce que vous arriverez à faire une liste pour les européennes qui soit une liste de large rassemblement ? Faire une liste, oui, on y arrivera.
et de rassemblement, j'en suis convaincu que nous y parviendrons. Jusqu'au centre ? Écoutez, je ne sais pas ce que ça veut dire tous ces mots, pardon, moi je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est le centre? Je vois des personnes qui sont de sensibilité centriste, moi je ne suis pas centriste, mais qui ont des positions qui seront, selon votre langage, beaucoup plus à droite que celles que j'exprime. Donc je ne sais pas. Ce que je souhaite, c'est qu'il y ait une addition de talents, de compétences, qu'il y ait à la fois cette alchimie entre le renouvellement et l'expérience, qu'il y ait l'affirmation d'une conviction, une conviction simple, c'est que l'Europe est indispensable, mais que simultanément, on ait bien conscience qu'il est aussi indispensable qu'elle évolue, parce qu'elle ne peut pas continuer comme cela est aujourd'hui. Mais moi, je suis profondément européen. Donc voilà, c'est ça, il faut construire effectivement une équipe avec un projet qui s'appuie sur cette conviction. Qui, pour l'incarner, Nadine Morano, a fait dimanche dernier des offres de services. Est-ce que vous pensez qu'une liste incarnée par une femme serait une bonne idée pour les Républicains ? Mais il y a un homme, une femme, tout ce que vous voudrez, bien sûr, c'est très bien, mais là, ce qui compte, c'est que ça soit quelqu'un qui incarne, qui rassemble, qui porte le projet, et franchement, il y a suffisamment de talent dans notre famille politique, c'est ça d'ailleurs notre chance, pour qu'on réussisse à se rassembler derrière la meilleure tête de liste. Mais aujourd'hui, nous n'en sommes pas là. Vous savez, nous, on avance calmement, sereinement. On a eu notre famille politique, à l'initiative de Laurent Wauquiez, a organisé une grande réunion sur l'Europe à Menton juste avant l'été. On élabore pas à pas le programme. Et une fois que le programme sera défini, que le socle sera affirmé, viendra le temps des personnes. Et Nadine Morano, je le dis aussi très clairement, a naturellement toute sa place parce qu'elle incarne, avec ses mots, avec son tempérament entier, avec des convictions qui sont fortes, avec ses références gaullistes, elle incarne un courant d'opinion important. Toujours sur les européennes, on voit que Emmanuel Macron essaye de faire une lutte entre, d'un côté, les nationalistes et de l'autre, les progressistes. Et il essaye de faire de Marine Le Pen sa principale adversaire. Laissant un petit peu le parti Les Républicains de côté, est-ce que c'est le signe de la faiblesse politique de votre parti ? Dernière question. Oui, on a bien compris effectivement la stratégie de M. Macron qui fait preuve de beaucoup de cynisme. Lui, il veut écarter les forces responsables, les partis de gouvernement, ceux qui peuvent aspirer à gérer le pays, pour n'avoir face à face qu'avec le Front de gauche et le Front national, le Rassemblement national. On a bien compris. Aujourd'hui, je vous le dis, Emmanuel Macron affaiblit l'Europe, il isole l'Europe, et en agissant ainsi, en montant une partie de l'Europe contre une autre, il la divise. Merci. Affaiblir, diviser, isoler, c'est franchement pas formidable. Merci Brice Hortefeux d'avoir été notre invité, ancien ministre de l'Intérieur et député européen. Merci. Oriane Mancini, merci Nathalie Moré. On passe au débrief de l'actualité dans un instant. Brice Hortefeux quitte ce plateau et font leurs entrées. Deuxième partie de cette émission. Philippe Martin de Région Magazine, bonjour, rebonjour. Rebonjour Cyril. Et Jérôme Cordelier, rédacteur en chef des éditions locales du Point. Rebonjour. Jérôme Cordelier, puisque vous êtes quasi un spécialiste, vous vous intéressez beaucoup aux questions de religion, sur ce qu'a dit Brice Hortefeux à propos de la déclaration du pape François qui compare l'avortement au recours à un tueur à gages. Vous avez trouvé l'ancien ministre des cultes cohérent là-dessus? Oui. Enfin, rappelant qu'elle avait toujours été la de l'Église de France. Bien sûr, c'est la doctrine de l'Église. De toute façon, le pape incarne cette doctrine. C'est-à-dire qu'on est toujours surpris que le pape soit contre l'avortement. Mais bon, c'est le pape, quoi. Enfin, je veux dire, il va pas dire tout d'un coup qu'il est pour l'avortement, quoi. Donc voilà. Ce qui est marrant, c'est quand même qu'un homme de 80 ans continue à faire un buzz planétaire à partir d'une phrase comme ça, distillée depuis la place Saint-Pierre. C'est ça qui est étonnant aussi. On va parler du remaniement, de la relation, si vous voulez bien, entre le Premier ministre et le Président de la République. On dit beaucoup, alors Philippe Martin, on commence avec vous, que la relation s'est détériorée, que cette attente est due aussi à des dialogues, comment dit-on, francs entre eux. Ça pose aussi la question du rôle du Premier ministre. Alors, on se la posait déjà à l'époque de Nicolas Sarkozy, de François Hollande, on se la pose encore un peu plus. Aujourd'hui, quand on voit les grands problèmes qu'a eu à affronter le gouvernement depuis quelques mois, je prends l'affaire Benalla, pas de Premier ministre dans cette affaire. Le dialogue sur la retenue... Il a défendu le Président de la République à l'Assemblée nationale. Oui, très marginalement. Au départ de l'affaire, d'une manière... Sur la retenue de l'impôt à la source. C'est Gérald Darmanin qui est intervenu directement auprès d'Emmanuel Macron. C'est pas le Premier ministre.
Voilà, on le sent aussi je reviens à mon dialogue avec les collectivités. Dans le dialogue avec les collectivités, c'est le Premier ministre qui devrait peser en premier. Il n'y arrive pas. Il vient dans des congrès, il se fait un peu huer. Enfin, ça se passe il pas mouille bien. la chemise quand même, avec les collectivités. Il était quand même très à la manœuvre par rapport à... Il est venu à Marseille passer une demi-heure au congrès des régions de France. Vous êtes sévère, mon cher confrère, parce que... J'y étais, franchement, il n'a pas fait un buzz. D'accord, mais il est venu dans plusieurs autres... Oui, il est venu aussi à France Urbaine, il n'a pas fait le buzz non plus. Moi, j'y étais également. Réunions à Matignon autour de maires. Non, mais vous n'avez pas la même perception visiblement du rôle du Premier ministre. Ah non, alors. je pense que justement il y a eu autant Emmanuel Macron est un petit peu en retrait et il l'est moins aussi en retrait. Il est plus maintenant vers les collectivités et je trouve que surtout Édouard Philippe a été très à la manœuvre sur ce dossier et on sent que le maire du Havre parle, quoi. Donc je trouve assez sévère de dire il fait rien, quoi. Il fait rien, je dis il est marginalisé sur vous les dites, grands dossiers. Il a fait une demi-heure à Marseille, mais non. Ouais, il a fait une demi-heure à Marseille et franchement j'y étais, c'était... Oui, mais il a fait d'autres choses. C'est pas... Alors, c'est intéressant ce que vous dites, Philippe Martin. D'abord, la une de Région Magazine, ce mois-ci, c'est François Hollande, qui dit renforcer encore les pouvoirs des régions. C'est d'ailleurs l'instigateur du découpage des 13 régions. Il l'a expliqué sur un coin de table. Sur un coin de table, je vais rappeler. À votre place même la semaine dernière. Mais François Hollande, pour revenir à notre sujet, remaniement, Premier ministre, il est pour la suppression du poste de Premier ministre. Mais parce qu'il fait, si j'ose dire, je fais un peu la même analyse que lui, il fait la même analyse que moi. Actuellement, il n'a plus de rôle vraiment important. Il ne manage pas. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Brice Hortefeux tout à l'heure. Un ministre d'État qui démissionne en direct sur une radio, c'est du jamais vu, sans avertir son patron. Son patron, c'est quand même le Premier ministre. Un autre ministre d'État qui décide du moment où il va partir sans en avertir son patron, c'est aussi qui après fait la leçon. Et qui après lui explique ce qu'il faut faire. Après, on s'étonne un peu que la passation de pouvoir soit glaciale, mais elle pouvait difficilement être chaleureuse. C'est du jamais vu. Enfin, je veux dire, sur tous ces éléments-là, encore une fois, le Premier ministre, est un peu. Et je voudrais revenir sur ce qu'a dit Brice Hortefeux dans le dialogue avec les collectivités. On ne peut pas se contenter de dire Emmanuel Macron ne connaît pas les collectivités. C'est vrai qu'il n'a jamais été élu local, c'est le premier président de la République, mais il n'y a pas que ça. Il y a quand même deux choses qu'il faut rappeler. Un, il n'y a pas d'élus République En Marche, en dehors des députés. Il n'y a pas d'élus locaux. Quand François Hollande était président de la République, il y avait 22 présidents de région sur 23 qui étaient socialistes. Oui, bien sûr, mais ce n'est pas une critique, c'est une remarque. Il n'y avait pas de parti. Donc forcément, le dialogue est compliqué. Il faudrait une grande ouverture d'esprit pour pouvoir mettre ce dialogue en place. Voilà. Donc renforcer encore le pouvoir des régions, c'est votre une. Oui, parce qu'il dit, la loi NOTRe, la loi MAPAM, les grandes lois qui ont été votées de décentralisation, on n'est pas allé complètement au bout, on n'a pas eu le temps, on s'y est pris trop tard, moi je trouve qu'ils s'y sont pris très tard. Il faut aller plus loin maintenant, il ne faut pas donner les compétences, il faut donner les moyens qui vont avec les compétences. Alors il s'agit encore d'un Premier ministre, d'un ancien Premier ministre, celui-là, qui est dans le point cette semaine en couverture. C'est Alain Juppé, sur l'Europe, sur Macron, sur les sujets aussi concernant sa vie actuelle et future. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que vous avez senti un Alain Juppé de retour. Mais j'ai surtout senti un Alain Juppé, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai voulu le questionner là-dessus, parce que j'ai senti qu'il était très préoccupé par l'Europe. Et je trouve qu'il a un discours sur l'Europe qui est à la fois où il dit l'Europe est en danger grave. Les élections européennes pourraient mal tourner et mettre en première ligne ceux qui vomissent l'Europe à longueur de discours. Voilà. Et je trouve qu'il est assez convaincant dans son argumentation, c'est-à-dire aussi sur l'ambiguïté de la population. Par exemple, il dit il y a très peu de Français, à peu près 20%, qui sont pour un Frexit. 80% sont contre. L'écrasante majorité française sont pour une armée européenne. Ensuite, l'écrasante majorité sont toujours favorables à l'euro et certainement pas pour un retour du franc. Donc il y a une espèce d'ambiguïté où on dit le populisme gagne du terrain, voilà, les europhobes sont en train de prendre dans la population. Et en fait, Alain Juppé pointe le doigt sur une population qui est beaucoup plus europhile qu'on peut le penser. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, alors pour le coup, c'est un ancien Premier ministre, une personnalité de premier plan de la Ve République, qui est devenu un ardent défenseur des territoires, qui est très heureux à la tête de sa métropole, Philippe Martin. Vous voyez que... C'est un homme des villes, déjà. C'est un homme des villes. Non, c'est un Landais, il est devenu, au départ. Mais c'est quand même un métropolitain. Moi, j'ai eu l'occasion de l'interviewer sur les régions. C'est pas la dimension régionale qui l'intéresse, c'est la dimension de la grande ville et de la métropole. Donc c'est vrai que ça le passionne, c'est vrai qu'il joue un rôle important, enfin il a joué un rôle important, notamment dans les associations d'élus qui travaillaient sur l'émergence des métropoles. Et oui, c'est quelque chose qui le passionne clairement maintenant. Et puis, bon, c'est vrai aussi qu'il s'est un peu retiré à beaucoup
Alors, pas tant que ça, c'est ça qui m'intéresse. Oui. Alors, son rôle futur, alors vous l'interrogez. Vous dites qu'il s'est un peu retiré, mais tout le monde va le consulter. Voilà, c'est ça. Tout le monde fait le voyage. Non, mais pour essayer de voir. Il dit même une chose. L'oracle girondin. Je vais reprendre une phrase que vous avez mis en exergue dans cet entretien que vous avez eu vous-même, Jérôme Cordelier, avec Alain Juppé. Je n'ai pas envie de me relancer dans le combat électoral. Il faut renouveler les cadres. Et 2 secondes après, 1 seconde 50 après, remarquez, Trump n'a qu'1 an de moins que moi. Oui, ça c'est l'humour. Oui, il fait l'humour, mais en même temps, c'est un message, non? Oui, c'est un message. Mais c'est-à-dire qu'on sent que, si vous voulez, on sent 2 choses. D'abord, on sent que quand même Alain Juppé est libéré, et on le sent dans son livre Dictionnaire amoureux de Bordeaux. C'est-à-dire que c'est Alain Juppé qui est en train de fendre l'armure, comme disait l'autre. Mais on sent aussi qu'il a envie de participer au débat national et au débat voire européen, international, mais pas dans la petite cuisine électorale. Mais ça veut dire quoi? Vous avez senti quelque chose? On dit toujours Alain Juppé un jour aux affaires étrangères ou un jour à la tête de l'Europe. Je ne sais pas si on peut parler en termes de poste, sincèrement. Je pense qu'il a envie d'intervenir dans le débat parce que d'abord il sent, et à juste titre, il n'est pas le seul, que l'heure est grave, c'est-à-dire notamment pour l'ambition européenne. Récemment, Jacques Delors a fait une conférence à Berlin, d'ailleurs j'en avais parlé ici même, et où il disait pareil, c'est-à-dire il faut plus d'audace en Europe. Il sent qu'il y a un problème en Europe, donc il a envie de participer au débat. Après, le positionnement n'est pas forcément est-ce qu'il va être tête de liste ou pas. Ils ne sont pas très à l'aise avec Laurent Wauquiez, Philippe Martin. Mais il n'est pas du tout. Il dit dans cette interview. On a vu même que. Franchement, c'est la première fois qu'il affirme aussi nettement dans une interview qu'il ne fait plus partie des Républicains. Ce qui est amusant, c'est que tout ce qu'on est en train de dire, on peut le dire de François Hollande. C'est-à-dire le côté. Il a quand même volontairement choisi de ne pas se représenter. Vous mettez en parallèle François Hollande qui est dans votre une. C'est pas la même façon de participer au débat public. Non, mais il y a un côté aventin aussi. Enfin, voilà, comment ça sera. Aventin chez François Hollande, ça, je suis un peu. On l'écoute quand même, on l'entend beaucoup plus. Oui, mais finalement, il est pas sur son aventin. Il est davantage audible maintenant qu'il ne l'était sur. Il fait un public Sénat pour dire qu'il faut supprimer le Premier ministre, qu'il faut faire ça. La plupart des choses qu'il n'a jamais fait d'ailleurs pendant 5 ans. Sur les municipales, il nous reste 30 secondes. Jean Cordier, vous avez senti quoi? Parce qu'on voit des photos amusantes d'ailleurs de sa garde rapprochée, dont Ludovic Martinez, on a senti clairement son directeur de cabinet, qui est là au téléphone, qui a l'air d'être presque en campagne municipale. Les photos sont amusantes. Les juppéistes sont en campagne municipale. Ils préparent le terrain. Après, Alain Juppé a dit qu'il allait se prononcer après les élections européennes. Il le dit aussi dans cette interview, il le confirme. Et donc, mais la machine est déjà prête, évidemment, parce que si le patron se met à dire qu'il veut y aller, il faut que tout soit prêt. Mais il y a quand même de fortes chances, je pense, qu'il y aille. Merci. Très intéressant. Alain Juppé à la une, en couverture du Point cette semaine, à la fois localement et nationalement et même internationalement, les paroles d'Alain Juppé que vous avez recueillies vous-même. Oui, parce que la parole d'Alain Juppé est toujours intéressante. Voilà. Merci Philippe Martin. Vous, c'est François Hollande, bien sûr, et l'Île-de-France, qui est à la une de Région Magazine. On passe tout de suite au Zap Matin. Ce qui s'est passé aussi dans les autres matinales d'infos ce matin. On regarde ensemble, on se retrouve après. Ambiance plutôt détendue ce midi en Conseil des ministres. Pourtant, c'était peut-être le dernier pour certains d'entre eux, car l'Élysée a confirmé plusieurs ministères seront concernés par le remaniement. Vos ministres, au lieu d'être au travail, passent leur temps à surveiller la sonnerie de leur téléphone et à regarder les chaînes d'infos. Ça vous dirait, vous, d'être ministre d'Emmanuel Macron? Moi, je pense qu'il y a plein de gens qui ont vu de la lumière à un moment donné et ils considèrent que, justement, l'avenir n'est pas du tout certain. La lettre politique de Libération révèle que Christophe Castaner a menacé de démissionner. On va voir cet article, s'il n'était pas nommé au ministère de l'Intérieur. Vous savez, la place Beauvau, le trottoir en face de l'Élysée. Monsieur Castaner, est-ce que vous allez traverser la rue pour trouver un nouveau boulot? On voit bien que c'est un gouvernement qui est à la dérive et qu'aujourd'hui, il y a un petit problème qui semble poindre entre le Premier ministre et le gouvernement. Ni vous, monsieur le député, ni aucun commentateur, ni personne, jamais ne mettra le début du commencement de la moitié d'une feuille de papier à cigarette entre le président de la République et le Premier ministre. Métaphore footballistique. Eh bien oui, mais parce que c'est concret. Oui. Si Didier Deschamps, en plein milieu de la Coupe du Monde, du match final, au moment où il y a 2 joueurs blessés, avait mis 8 jours pour remplacer un joueur, on aurait dit c'est un nul.
Moi, de savoir si le Premier ministre et le Président de la République ont des bons rapports, se tapent dans le dos, prennent le petit-déj ensemble, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il n'y a pas de ministre de l'Intérieur aujourd'hui. Et ça fait des jours et des jours que ça dure, et ça va encore durer des jours. On sait que Édouard Philippe voulait un large remaniement, ce que ne voulait pas le Président de la République. On sait que Édouard Philippe voulait certaines personnalités à l'intérieur dont ne veut pas le Président de la République. Bon, tout ça, si vous voulez, atteste d'orientation ou de conception différente du gouvernement. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Oui, très bien. Très très bien. Très bien. Travail. Monsieur le Président. Comment les ministres peuvent-ils travailler sereinement et avoir une vision, si ce n'est à long, en tout cas à moyen terme de leur travail, alors que certains se savent sur la sellette? D'abord parce qu'ils font preuve d'un immense professionnalisme, d'un très grand sens du collectif, et que je crois qu'ils font là la démonstration qu'ils étaient tous des bons choix. Voilà, troisième partie de cette émission dans un instant avec Territoire Sénat. À tout de suite.